les fictions qui vont parler de l'addiction, c'est souvent quand même des fictions qui peuvent être plutôt un peu des trigger warnings, parce qu'en fait, voir quelqu'un qui consomme, ça peut déclencher un craving important, c'est-à-dire l'envie de consommer. Parce que même une série comme Euphoria, voilà, je pense pour quelqu'un qui est un peu loin de ça, qui comprend pas bien ce que c'est que l'addiction, la notion de volonté, de rechute, de souffrance pour l'entourage, je pense que c'est une série qui peut vraiment l'aider à comprendre. Mais pour quelqu'un qui connaît déjà intimement la question, pas certain. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il y a une chose que le cinéma et les séries ont toujours su faire mieux que nous, montrer le vertige. La chute lente, l'euphorie avant la descente, le plan serré sur une main qui tremble, le regard qui se perd, le plaisir qui devient nécessité. De Requiem for a Dream à Euphoria, de Scarface au clip TikTok, l'addiction est partout. Elle fascine, elle choque, elle se consomme presque comme un genre à part entière. Mais pendant qu'on regarde ces images, la réalité, elle, change de forme. Aujourd'hui, les substances ne sont plus celles d'hier, les usages non plus, nouvelles drogues de synthèse, médicaments détournés, cocktails imprévisibles, gaz, vapes, stimulants, produits achetés en ligne, les frontières se brouillent, les repères aussi, parfois sans que l'on sache vraiment ce que l'on consomme. Et surtout, nous évoluons dans une culture où le plaisir est scénarisé, où le mal-être est esthétisé et où la transgression devient banale, presque attendue. Alors une question s'impose. Est-ce que la pop culture reflète l'addiction ou est-ce qu'elle participe à la façon dont elle se fabrique ? Car derrière les images, il y a des cerveaux, des mécanismes, des vulnérabilités et une génération exposée très tôt à des substances plus puissantes, plus rapides, plus opaques que jamais. Pour en parler, il fallait quelqu'un capable de tenir les deux fils sans les opposer, la rigueur clinique et l'imaginaire collectif. La neuroscience et Netflix, la psychiatrie et la pop. Notre invité est psychiatre spécialisé en addictologie. Il exerce à l'hôpital Saint-Antoine, travaille avec des patients bien réels, mais il a aussi choisi un terrain inattendu, les séries, le cinéma et les icônes pop. Parce que, dit-il, ce que nous regardons raconte souvent ce que nous vivons. Et parfois, ce que nous ne savons pas encore nommer. Il est l'auteur de Pop et Psy, Addict. Et aujourd'hui, dans Contradiction, nous recevons Jean-Victor Blanc. Bonjour. Bonjour. À la lumière de ton parcours de psychiatrie et d'addictologie, c'est pas la même chose que les addicts qu'on peut recevoir ici. Comment est-ce que toi, tu définis aujourd'hui l'addiction ? Est-ce que c'est une définition qui aurait évolué avec le temps, les nouvelles générations et même tes études sur la pop ? L'addiction, la définition, en tout cas le dénominateur commun, ça va être la perte de contrôle vis-à-vis d'un comportement et notamment l'usage d'une substance ou d'un comportement dans les addictions comportementales. La définition, elle n'a pas forcément changé, même si plus on avance, plus on comprend l'addiction, la dépendance, la perte de contrôle. Néanmoins, on n'a pas encore de grande révolution dans le sens où pour l'instant, c'est un diagnostic qui reste essentiellement clinique, c'est-à-dire à partir des symptômes que la personne a. Il n'y a pas de prise de sang ou d'examen, d'imagerie, de scanner, etc. qui permettent de poser le diagnostic de l'addiction. Donc, on reste sur quelque chose de clinique. Après, ce qui est pour le coup nouveau, c'est que l'addiction, elle tend à évoluer puisqu'il y a une forte intrication entre l'environnement social, le contexte culturel et la maladie addictive. Donc, c'est sûr qu'en fonction de où on vit, où on est né, ou ce qu'on consomme autour de nous, on ne va pas développer les mêmes maladies exactement. Tu dis que notre société est devenue addictogène. On le sent tous, ne serait-ce que nous-mêmes avec la technologie. Est-ce que c'est ça qui a le plus changé ces 10 dernières années ? Est-ce que c'est Internet qui multiplie, en fait, qui exacerbe les addictions, puisqu'un joueur, il va jouer en ligne, le darknet, enfin, qu'est-ce qui a le plus changé, en fait ? Ce qu'on sait, c'est qu'un des grands terreaux de l'addiction, ça va être la précarité et le stress. Donc, dès qu'il va y avoir une crise économique, par exemple, on sait que les gens vont avoir tendance à se tourner plus vers les substances au sens large et les substances qui vont être dans leur environnement, que ce soit les substances légales, le tabac, l'alcool ou les substances illégales. Ensuite, il y a aussi un effet clairement de marketing et d'industrie de la drogue. Les gens vont consommer aussi ce que l'industrie leur propose. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un vrai sujet autour de l'augmentation de la consommation de la cocaïne qui à la fois est de moins en moins cher et infiltre finalement des marchés bien au-delà de la consommation initialement où c'était plutôt un produit, on va dire, consommé par les CSP+, ou dans la fête, ou un produit qui a été marketé aussi comme quelque
chose de glamour, aussi parce qu'il était cher. Tu en parles bien Aujourd'hui, par rapport à Kate Moss. exactement, avec voilà cette image de produits de l'élite, rock'n'roll, un peu subversif. Bon, aujourd'hui, on sait que il est largement consommé et bien au-delà de ces milieux-là, dans les cuisines, chez les marins-pêcheurs, chez les agriculteurs, pour en fait tenir le coup et utiliser comme un dopant. Donc, on voit bien que le contexte social, finalement, va créer des addictions, même si, et c'est ce qui est passionnant en psychiatrie, ça va s'articuler avec des vulnérabilités, pour le coup, très individuelles, notamment héréditaires et génétiques. Waouh. Ouais, c'était la une du Nouvel Obs, là, avec la France en cocaïne. Ouais, Là, très exactement. belle. La France en première ligne. Oui, oui. Ça fait peur, hein. Ils aiment bien nous faire peur aussi. Oui, alors c'est effectivement c'est périodique, ils peuvent avoir des unes comme ça, des unes un peu anxiogènes, mais ça Ouais, correspond quand même à à la une réalité. réalité qui est l'augmentation de la consommation de cocaïne et derrière, encore plus inquiétant quelque part, celle des nouveaux produits de synthèse, puisque ça va être des produits qui ressemblent un petit peu à la cocaïne pour certains, mais qui sont encore moins chers. Tu Et peux on en sait parler? que, bien sûr, catégorie de produits de synthèse les plus consommés aujourd'hui, c'est les catinones de synthèse. Le produit d'appel étant la 3-MMC, mais il y a plus de 800 nouveaux produits de synthèse. Donc, je veux dire, dès que un produit il y a des problèmes d'approvisionnement, c'est un autre qui prend le relais. Donc, il y a un nombre incalculable de MMC, NEP, 3 mecs, 4 mecs, etc. Donc, c'est toute une famille de molécules qui ont le point commun d'être des produits de synthèse très peu chers à produire, du coup, sans avoir besoin de cultiver une plante, qui peuvent être synthétisées plus proches des consommateurs. Il y a eu des hangars qui ont été démantelés à la frontière avec la Belgique ou aux Pays-Bas et qui du coup révolutionnent un petit peu l'accès des produits, notamment en les rendant plus accessibles et donc plus facilement consommables, avec en plus un effet marketing qui est que vu que c'est des produits qui sont nouveaux, ils bénéficient un peu de cette image d'innocuité parce que les consommateurs se disent ah bah oui c'est nouveau donc ça donne pas de dépendance, etc. Et c'est fait pour toucher la jeunesse surtout ou pas du tout? Le côté marketing et le fait que ce soit pas cher? Disons que de manière très cynique, hein, l'industrie de la drogue, elle cherche à avoir le plus de consommateurs possible, Le plus tôt possible. le plus tôt possible. Donc ça peut être soit en visant certaines niches, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'âge moyen des consommateurs de cannabis, il a plutôt augmenté, effectivement. Plus des consommateurs commencent tôt et plus ils consomment toute leur Mmh. vie. Donc, mais pour les nouveaux produits de synthèse, ils ont été à la fois marketés à visée sexuelle, donc pas spécifiquement les jeunes, mais plutôt pour ce qu'on appelle le chemsex, qui aujourd'hui concerne surtout essentiellement la communauté homosexuelle. Mais aujourd'hui, il y a aussi une extension dans le milieu de la fête, où pour le coup, ça va remplacer vraiment littéralement de la cocaïne. Ça peut être consommé avec de la kétamine également, toujours dans cette idée de produits finalement pas chers. Et donc les jeunes, oui, mais clairement pas que. Est-ce qu'on parle assez de santé mentale quand on parle de bon, tu es psychiatre, donc voilà, je trouve l'addictologie, c'est une discipline quand même assez récente. Mais est-ce qu'on parle assez de santé mentale quand on parle de drogue? Parce que même pour les jeunes aujourd'hui aussi, parce que tu parlais aussi de tout ce qui est conjoncture, donc le stress, l'éco-anxiété, le Covid, enfin tout ce qui a pu se Mm. passer pour cette jeunesse, pour cette génération. Ou est-ce qu'on reste trop souvent sur le registre justement moral et sécuritaire? C'est ce qui est assez spécifique, effectivement, dans l'addictologie au sein de la santé mentale et de la psychiatrie. Souvent, c'est un peu laissé pour compte. Et on le voit bien même dans cette année 2025 et 2026, puisque finalement on aura 2 années de grandes causes nationales sur la santé mentale. On voit qu'il y a eu très peu de choses d'annonces et de communication autour de l'addiction, comme si c'était complètement un sujet autre. Et les seules communications, notamment du gouvernement qui a eu, c'était effectivement autour de la répression, la campagne de culpabilisation du ministre de l'Intérieur envers les consommateurs. Donc souvent, on s'arrête à un jugement moral en considérant que finalement, les addicts, c'est des personnes qui finalement sont un peu capricieux ou des fêtards ou des gens qui ont un vice, qui savent pas se contrôler et rarement des personnes qui ont une maladie qui touche le cerveau. Donc c'est vrai que encore plus que pour le reste des troubles psychiques, il y a vraiment ce regard qui va être plutôt de l'ordre du jugement moral Mmh. ou alors de voir les choses uniquement sous l'axe de la répression.
qui est Ce qui ne fonctionne pas. ce qui ne fonctionne pas. On le sait pour les consommateurs, en fait, dire c'est interdit, ça ne fonctionne pas. Ou de dire quand tu prends de la cocaïne, tu tues je ne sais quoi. Exactement, tu as du sang sur les Tu as du mains. sang sur les mains quand tu prends de la cocaïne, franchement. Non, on sait qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Après, et c'est ce qui est là aussi assez fascinant, la place des substances dans notre société, c'est pas que la santé mentale, c'est aussi une place économique et il y a aussi des aspects, on va dire, liés à la criminalité. C'est aussi un des aspects de la question. Bien On sûr. sait que c'est de l'argent sale qui, en général, participe à des trafics sombres, etc., qui en général se retournent d'ailleurs contre les dealers, en tout cas ceux qui sont en première ligne. Donc, c'est pas de dire que ce n'est pas un sujet de droit, mais c'est clairement pas que ça. Et surtout pour les consommateurs, ça ne sert à rien. Et toi, dans ton service, en fait, est-ce que tu as vu une évolution des gens qui arrivent? Est-ce que c'est différent? Déjà, les personnes qui viennent, les consommations en soi. Est-ce que la souffrance est différente aussi? Alors moi, j'ai une consultation spécialisée dans la prise en charge justement du chemsex, de l'usage problématique du chemsex depuis presque 10 ans. Donc c'est difficile de faire vraiment, de dire un recul, de dire est-ce que ça a changé. Ce qui est certain, c'est que par exemple, il y a eu des pics et notamment la période du confinement qui reste encore très à vif pour les consommateurs. Quasiment tous, ils font référence en voilà, c'est là où j'ai décroché, c'est là où j'ai perdu le contrôle, c'est là où j'ai commencé. Alors que maintenant, on s'éloigne quand même de cette période-là, mais ça reste vraiment quelque chose de particulier. Et sur le profil, on va dire qu'il y a peut-être quand même une prise de conscience sur le fait que ces produits-là sont nocifs, potentiellement dangereux et ont eu beaucoup d'effets délétères. Pour revenir un peu au sujet de ton livre et de cette passion que tu as pour la pop culture, en fait, il y a un truc qui est assez marquant dans les films. Moi, je le vois aussi en faisant partie des groupes de parole. Souvent, dans les films, je dis: «Ah génial, il parle des AA ou des NA» et puis en fait, on voit une réunion, on a l'impression qu'il va dire un truc dans la réunion et que c'est derrière lui, quoi. Et donc, il y a vraiment ce truc-là, la guérison, elle ressemble souvent comme à un déclic salvateur et cette vision trompeuse, est-ce qu'elle joue aussi dans la vision que le monde a de ça? On a parce qu'on essaie de montrer aux gens que c'est pas une question de volonté et de déstigmatiser. Et à côté de ça, dans les films, on a quand même parfois l'impression qu'il suffit d'un déclic et que c'est fini. Effectivement, alors surtout sur la question de l'addiction, ça va être, alors pour des raisons souvent de scénario, mais malheureusement un petit peu paresseux, parce que c'est un peu toujours le même scénario. Ça va être, voilà, la consommation, au début c'est rigolo, puis ça devient un problème, puis il se passe un drame, quelque chose de grave, une réunion au NAA, et puis ça y est, c'est fini, on a compris, et hop, comme si, voilà, c'était, j'ai compris que c'était pas bien la drogue, donc maintenant j'arrête. C'est un peu dommage parce que c'est finalement un peu la même narration qu'on va retrouver dans beaucoup de films et en plus avec des effets vraiment sur le système de soins puisque ce qu'on voit beaucoup dans les films français, alors parfois il n'y a pas du tout de soins, c'est vraiment juste il y a un accident, c'est grave, j'arrête. Donc comme si voilà, il suffisait. Et parfois, comme s'il suffisait de quelque chose de grave pour arrêter. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vaguement, peut-être, effectivement, le soin, ça va être résumé à une réunion des AANA. Et souvent, pas du tout, pour le coup, la prise en charge en addictologie, pas un médecin, comme si c'était vraiment pas une maladie qui avait pas besoin d'accompagnement. Ou alors une cure. Ou alors une cure. Ou voilà, c'est quelque chose de très Beaucoup court. de films avec les Beaucoup cures, de ouais. films, exactement. Mais rarement un suivi, rarement. Et ce qui parfois induit notamment une confusion pour les consommateurs, notamment parce que c'est vrai que la place des AANA en France, elle est essentielle, mais c'est quand même différent de la situation aux États-Unis où en fait c'est l'alpha et l'oméga de la prise en charge aussi parce qu'en fait une consultation chez un addictologue c'est 300 ou 400 $. Donc en fait de fait beaucoup de monde ne peut pas y accéder. Donc c'est aussi pour ça que les AANA ont cette place là. Il y a beaucoup plus, c'est une structure qui vient des États-Unis mais Bien qui est sûr. aussi du coup pensée d'ailleurs pour la culture américaine, la religion, enfin la spiritualité en tout cas qui est très importante, tout ce qui va être le storytelling, se raconter, c'est des choses avec lesquelles les Américains sont globalement plus à l'aise que les Français, où on a moins cette culture-là. Mais ce qui est, du coup, là, c'est un petit peu comme, je prends l'exemple, dans les films français, les fictions françaises, quand ils vont dire objection dans un procès. Oui. Or, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit français, mais qu'on voit du coup, parce qu'en fait, ils se disent, voilà, leur source de recherche, ça a été les fictions américaines, Ali McBeal. C'est un petit peu dommage de dire, bon, ils sont pas dans un tribunal, on ne dit pas ça. Donc, pour les NA, je trouve que c'est un peu pareil.
où c'est étonnant que ça apparaisse autant dans les fictions françaises, alors que en France, on a la chance d'avoir quand même un système public, notamment en addictologie, avec les centres de consultation, les XAPA, qui sont quand même le premier recours, mais qui sont souvent mal connus. Mais c'est vrai que souvent, quand on imagine pour des personnes qui sont loin des soins se faire soigner, c'est ah non mais je vais pas aller vider mon sac dans un groupe de parole. Ils imaginent que c'est la seule chose qui peut être proposée. Et surtout, ils imaginent que le programme d'ENA, ce n'est que vider son sac aussi. Exactement. Donc, c'est ça qu'on croit, que tu viens dans une réunion, en plus qu'il y a quelqu'un qui te dit « Est-ce que tu veux parler ?» alors que ce n'est pas du tout comme ça. Et surtout que c'est un programme qui est à 360, c'est-à-dire il y a beaucoup d'outils. Hein, c'est-à-dire déjà, on appelle les gens, les autres dépendants, on a un système de marrainage, de parrainage. Et aussi, clairement, la réunion, c'est aussi le service en fait, aux autres. Et c'est un addict qui aide un autre addict. C'est ça, surtout le principe d'ENA, quoi. Plus que d'aller vider son sac, mais dans ce cas, tu vas chez le psy. Exactement. Et c'est vrai que cette image-là, du coup, elle est, voilà, parfois un peu délétère parce que les gens disent, bah non, j'ai pas envie d'y aller, et ça va être que ça qu'on va me proposer. Donc là-dessus, il y a clairement un travail à faire. Après, c'est vrai, tu as raison, c'est aussi plus glamour aux États-Unis parce qu'ils ont un storytelling. Quand ils vont pour parler, ils se mettent souvent sous des estrades alors que nous, on reste en cercle. Et puis, moi, je les vois quand il y a des réunions où il y a des Américains, on est tous baba parce qu'en fait, le mec, il y a un vrai truc qui se passe, c'est un film d'un coup. Drôle, alors ça. que nous, on est là pour hier, je voulais acheter du pain, il n'y avait pas de pain. Du coup, j'ai acheté une ficelle. Tu sais, des histoires comme ça. Non, mais les Français, on peut raconter vraiment des trucs vraiment insignifiants, alors que l'Américain, ça pète, quoi. Et dans les films, il y a un autre truc aussi, c'est que, mais c'est aussi pour une histoire de scénario, le film peut pas durer comme l'addiction toute la vie. La rechute. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris que tu n'aies pas pris ce titre-là que j'ai trouvé moi-même. Relapse, Take It Easy. Tu vois, parce que tu n'as que des titres de chansons, des trucs. Et c'est vrai que la rechute, prenons-la tranquille parce que c'est pas la fin du monde et qu'elle fait partie du chemin. Et dans les films, souvent, ils arrêtent et c'est fini. Bon. Exactement. Heureusement qu'on a Euphoria avec sa scène magnifique avec son parrain. Exactement. Bah, ce qui est bien et ce qui est pour ça que les séries, je trouve, sont particulièrement pertinentes pour parler de santé mentale, c'est qu'il y a un temps long parce que évidemment, c'est pas de dire les films, en fait, il y a 1h30 ou 2 heures de film, c'est difficile de développer un vrai arc narratif en n'enfermant pas la personne uniquement dans son addiction. Et puis ensuite, voilà, si c'est pour montrer et les soins et machin, il va aller ensuite voir le ou la psychomote, le psychologue. Bon. En fait, ça devient un documentaire, tout le monde s'endort et voilà. Donc bon, c'est normal, c'est de la fiction. C'est vrai que dans les séries, pour le coup, il y a cet espace où on peut voir effectivement le rétablissement, la rechute, les différents espaces de soins et surtout pas enfermer les personnages dans uniquement leur addiction. Et là-dessus, je trouve que c'est un vrai plus. Et c'est aussi pour ça, je pense que les séries finalement parlent autant et avec souvent beaucoup de justesse de l'addiction et de la santé mentale en général. Même de la vie en général, c'est vrai qu'il y a des séries où des fois on a l'impression que c'est un peu long les épisodes. On se dit cet épisode il était pour rien, mais en fait ça ressemble plus à la vraie vie. Est-ce que tu as des séries que tu conseilles, toi, à des patients? Est-ce qu'il y a vraiment des séries qui, pour toi, sont carrément un modèle ou en tout cas sont une aide clairement pour les patients? Alors ça, c'est souvent difficile parce que notamment pour l'addiction, les fictions qui vont parler de l'addiction, c'est souvent quand même des fictions qui peuvent être plutôt un peu des trigger warnings parce qu'en fait, voir quelqu'un qui consomme, ça peut déclencher un craving important, c'est-à-dire l'envie de consommer. Donc c'est vrai que pour le coup, pas tellement parce que même une série comme Euphoria, voilà, qui est très intéressante, et qui, je pense, pour quelqu'un qui est un peu loin de ça, qui comprend pas bien ce que c'est que l'addiction, la notion de volonté, de rechute, de souffrance pour l'entourage, je pense que c'est une série qui peut vraiment l'aider à comprendre. Mais pour quelqu'un qui connaît déjà intimement la question, pas certain. Alors après, je n'interdis pas, et de toute façon, voilà, je ne contrôle pas le Netflix de mes patients. Donc évidemment, ça peut arriver et que des patients me disent « Ah, bah, j'ai vu un film qui était intéressant, mais… » Et c'est arrivé aussi beaucoup qui disent bah, « Ça a déclenché une très forte envie de consommer, mais pas en termes de prescription parce que justement, c'est un peu trop inflammable. » Et encore plus, c'est vrai aussi pour d'autres troubles, mais voilà, quelqu'un qui a un trouble bipolaire, voir un film il peut dire « Bon,
ça me ressemble pas, etc. Mais ça va pas déclencher vraiment un symptôme. Donc pour l'addiction, c'est vraiment à manier avec une grande précaution. Et c'est pour ça qu'il y a des listes et des sites qui existent avec justement la liste des trigger warnings. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est que souvent, c'est sûr qu'un patient qui se dit, bon, je vais regarder Requiem for a Dream, bon, il est calmé. Non, mais c'est un peu assez risque et péril. On sait que ça parle de ça. Mais maintenant, c'est vrai que dans pas mal de films, ça peut être ou série, une scène comme ça qui apparaît. Je pense à la dernière. Alors, si, ça parle un peu du sujet. La dernière saison la première saison de Allsfair, la série de Kim Kardashian sur Disney+. Bon, on se dit, on est quand même assez loin. Ouais. Il y a tout un épisode sur la soumission chimique qui est assez réaliste, avec notamment un mélange de drogue, de GHB, etc. et une scène de violence sexuelle. Bon, c'est le 4e épisode. C'est vrai que ça dénote complètement avec ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Bon, on se Disney+. dit que... Et sur Disney+. Donc, effectivement, alors moi, je suis particulièrement vigilant sur le sujet parce que, bon, et le côté pop et c'est aussi du coup quelque chose qui peut arriver dans le cadre du chemsex, donc j'ai un œil, mais là c'est vraiment tout l'épisode qui est là-dessus, donc c'est vrai que ça peut être parfois un peu difficile pour les personnes à gérer. Mais en même temps, les films et les séries sont tellement bouffis de craving, enfin de stimuli pour les addicts. Moi, je trouve beaucoup plus d'ailleurs les films et les séries qui n'ont aucun rapport avec l'addiction, c'est-à-dire c'est tout l'inverse dans tous les films. L'alcool, surtout l'alcool, est amené comme vraiment quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous soulager, qui est festif. Moi, c'est plus dans les séries normales, les films normaux, où parfois je peux être là à me dire, mais merde, en fait, moi aussi j'ai le droit d'amener une bouteille de vin chez une copine parce qu'elle va mal, de boire dans des verres les fameux Cougar Town et compagnie, toutes ces séries-là. C'est vraiment... Pour moi, c'est pire ça. Mais il y a des films qui ont été des médicaments pour moi. Et j'ai un problème avec les noms de films, mais il y en a un particulièrement qui a une histoire vraie qui s'appelait Don't Worry, You Won't Get Far on Foot. Oui, je crois que je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est sur la liste. Il y a Jonah dedans, tu sais, comment il s'appelle Jonah, le blond, là, machin, c'est le parrain. Et en fait, c'est une histoire d'un écrivain qui est alcoolique et qui a un accident, qui devient tétraplégique ou paraplégique, mais qui continue à boire. Et puis là, vraiment, ce film, c'est sur les AA et tu suis le truc. Et ce qui est bien aussi, c'est les films où tu vois vraiment la souffrance, pourquoi tu consommes, déjà, qu'on puisse comprendre ça, mais aussi la difficulté à arrêter. Et je trouve que ces films-là, ils font vraiment du bien parce qu'au moins t'identifies, tu te dis, OK, je suis pas folle, quoi. C'est dur. Et dans ton livre, c'est génial. Je vais arrêter de parler, tu vas le dire toi-même. Tu racontes que tu as voulu faire un dry January pour justement comprendre tes patients. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas simple. Alors, notamment, c'est vrai que c'est une expérience qui est intéressante pour, je trouve, se mettre à la place de on se rend compte que finalement, l'alcool, même si on n'a pas une consommation problématique, est quand même fréquent. Parce que finalement, quand on dit non, parce que c'est vrai que sinon, moi je me dis, je bois de l'alcool peut-être 1, 2, maximum 3 fois par semaine. C'est pas tous les jours, mais finalement, quand c'est 0, on se rend compte que en fait, ça revient quand même souvent. Et aussi de ce que ça peut susciter comme réaction. Rien que dire, alors que aujourd'hui, c'est quand même, on va dire, assez populaire ou partagé maintenant depuis quelques années, le Dry January. Donc, si on dit, je fais mon Dry January, bon, il peut y avoir des réactions, mais c'est pas non plus aussi négatif que ce que peuvent vivre les personnes abstinents toute l'année, qui le font pour une raison de santé et à qui on va sortir « Ah, mais pourquoi ? Ah, mais juste un verre, ça change rien. Ah, bah, t'es pas fun. Ah, bah, t'es enceinte. » Enfin, bon. Et c'est vrai que cette expérience, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça fait que renforcer, moi, l'admiration que j'ai pour les patients que je suis qui sont abstinents et qui, non seulement c'est pas simple parce que c'est un trouble, mais en plus, et c'est quand même très particulier à la maladie psychique, se retrouvent en position de devoir, cacher leur maladie, 2, justifier qui cache leur maladie. Enfin, c'est vraiment... je veux dire, il n'y a aucun autre trouble, que ce soit cardiologique, même des pathologies qui peuvent faire peur, comme les cancers ou les IST, il n'y a aucune autre maladie où on exige à la personne de cacher sa maladie, cacher qu'elle se soigne et se justifier sur le fait qu'elle se soigne. Enfin, c'est quand même assez inouï. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et d'où mes livres et puis tout ce que j'essaie de faire avec Pop et Psy, parce que pour le coup, c'est déjà une maladie qui est compliquée, mais en plus, il y a vraiment une charge sociale qui vient de la stigmatisation, du manque de compréhension et qui est vraiment complètement injuste, au-delà même du fait que toutes les maladies, quelque part, sont injustes. Pourquoi moi et pas un autre ? Bon.
En fait, aussi la vision de l'addict, je me rends vraiment compte même des gens autour les gens qui m'entourent, ma famille, des gens qui ont vécu tout ce que j'ai vécu, qui connaissent par cœur, sont capables de me sortir des aberrations. Elle me dit: «Oh, je t'ai vu dans telle émission, c'est super», parce qu'il y avait vraiment des personnalités différentes, genre c'était des addicts passionnants, pas les ivrognes. J'ai dit à ma mère: mais enfin, c'est toi, tu dis pas les ivrognes?» Enfin, je veux dire, ça veut dire, imagine le reste, alors qu'on est sur le sujet avec moi depuis 20 ans, tu vois? Il y a un autre sujet aussi que tu traites bien dans ton livre et qui est pour moi passionnant, c'est celui de la créativité et de la conso. Exactement, il y a beaucoup d'idées reçues sur consommation de produits et créativité. Ce que les études montrent, c'est que en fait, les substances peuvent avoir un effet désinhibant qui du coup facilite la créativité parce Mmh. qu'on a besoin de se désinhiber pour être plus créatif, mais que c'est beaucoup un effet qui est conditionné. Notamment, on le voit avec des études avec de l'alcool placebo, enfin des Ouais. bières sans alcool ou des Mmh. substances placebo, où on voit qu'en fait, si les personnes sont persuadées que une substance va leur permettre d'être plus créatifs ou va leur permettre de se désinhiber, en fait, ils le sont de manière autonome. Et ça, c'est assez fascinant d'en discuter aussi avec les artistes parce que on se rend compte que souvent, pour certains, ça peut passer par les substances, mais souvent, c'est surtout un conditionnement. Donc en fait, pour certains, ça va être, pour l'écriture, admettons, être dans, mon espace où je sais que je vais pouvoir écrire ou la musique, alors que pour d'autres, ça va les perturber, mais ou voilà, un état d'esprit, un moment de la journée et qu'en fait, c'est vraiment ce conditionnement qui permet en fait de laisser libre cours à sa Mmh. créativité et que à l'inverse, pour ceux qui vont avoir tendance à carburer quelque part ou à utiliser les substances, c'est quand même un pari qui est très risqué parce que déjà objectivement, ils peuvent se rendre compte que parfois ce qu'ils créent en étant sous influence, c'est pas de bonne qualité et c'est pas, représentatif de ce qu'ils arrivent à faire, sobre. Mais en plus que c'est un pari qui est quand même très risqué parce que, en fait, faire toute une carrière, répondre aux exigences, l'activité créative, c'est une activité qui est très exigeante, que ce soit, psychiquement, professionnellement, temporellement et que en fait pour durer ou pour, c'est pas possible en tout cas quand on a une maladie importante comme, une addiction sévère. On a vu, hein, les carrières, de tous ces personnes-là, mais il y a aussi un truc que les gens, oublient quand ils commencent à consommer, c'est la tolérance et c'est le fait que de toute façon, ça va jamais être assez et qu'il va falloir augmenter les doses, voilà, et tu dis un truc très juste aussi, c'est que la substance n'a que le pouvoir qu'on va lui donner. Donc cet effet placebo, moi je crois beaucoup à l'effet placebo. De toute façon, ça a été Mmh. prouvé. C'est pas que j'y crois, c'est que Mmh. c'est prouvé. Et même, tu parles d'effet placebo, quand on sait que c'est un Oui, placebo. ouais. C'est ça qui est ouf, c'est Mmh. que à la limite qu'on donne un placebo et que la personne Oui. sait si c'est oui ou non, mais tu sais pertinemment que c'est pas le bon médicament, que c'est pas une drogue et il va avoir un effet Ouais, effectivement, ce qui montre à quel point, incroyable. notamment parce que c'est sûr que ça va dépendre de la dose, boire, 10 bières sans alcool, ça va pas induire, un coma comme pourrait le faire de la bière. Mais pour des choses plus fines, comme la créativité, Mmh. où voilà, c'est quand même très individu dépendant, cette histoire de désinhibition, de, s'autoriser à être créatif. On voit bien que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Ça va être particulièrement, intéressant et ce qui est important quand on a ça en tête, notamment pour les plus jeunes, c'est de sortir justement de cette idée reçue que un artiste doit, se droguer pour être un bon artiste, que la souffrance est nécessaire, à la création et que plus on souffre, plus on est génial et cetera. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de figures qui justement, battent en brèche cette idée reçue-là et Ça, c'est et génial heureusement. aussi dans ton livre aussi et on voit beaucoup aujourd'hui même sur Insta ou des comptes d'artistes sobres. Là, j'en ai encore on m'en a encore tout le monde me les envoie bien sûr. On m'a encore envoyé hier des photos de gens sobres et ils donnent envie. Alors c'est vrai, tu Nathalie Portman, enfin tu et puis surtout c'est des choix d'hygiène de vie. On a l'impression que c'est aussi avoir choisi s'être choisi en fait d'arrêter de boire. Moi aujourd'hui, c'est ce que je me dis, je peux pas être dans la privation, toute la vie parce que de toute façon, à chaque fois que je suis dans la privation, je recraque, hein. Mais si c'est un choix positif et qui est aussi de l'ordre de,
bah, je suis allergique. Enfin, moi, d'ailleurs, par exemple, les gens qui sont allergiques au gluten, je crois que je leur dis, t'as de la chance parce que du coup, tu peux pas manger toutes ces merdes. Mais en fait, je commence à me dire, mais j'ai de la chance. Ouais. Mais tout ça pour revenir sur les icônes, pop, clean, hip-hop, pop, clean, ça donne envie. Ça donne envie, et puis ça montre que c'est pas quelque chose de triste, Ouais. que c'est pas quelque chose d'obligatoire, qu'on peut être fun. Voilà, c'est Miley Cyrus qui dit voilà, j'ai arrêté l'alcool et le cannabis, et tu peux me traiter de plein de choses, mais je sais que je suis fun. C'est vrai qu'on se dit voilà, et pour le coup, elle a finalement aujourd'hui atteint un pic dans sa notoriété plus important que à l'époque où justement elle consommait, et où donc ça montre aussi que c'est pas être mis sur le carreau, ah bah du coup elle est chiante, elle est démodée, elle est machin. Donc ça, c'est sûr que ces prises de parole là, elles sont je pense très inspirantes, Mm. et elles permettent d'incarner en fait autre chose. Évidemment, moi je Tu suis en cites pas beaucoup, hein. En plus, il y en a beaucoup. Et tu traduis les chansons où il y a des fois dans les chansons pas mal de choses comme ça qui est plus de l'ordre du fait bah, c'est un peu le You are beautiful. Enfin, il y a vraiment ce truc-là d'apprendre à s'aimer. D'ailleurs, tu as une phrase super aussi qui dit l'essentiel est parfois de s'aimer suffisamment pour se donner une chance supplémentaire. Quand on rechute, on se sent vraiment pas bien dans sa peau. On a l'impression qu'on est vraiment un échec sur pattes. Donc, c'est très dur de s'y remettre. Donc, ça aussi, ça fait partie de ton travail d'aider les patients à apprendre à s'aimer. Et est-ce que tu passes par la culture pop, justement, par ces gens-là qui vont plutôt dire à tout leur public, et ils en ont des millions, de s'aimer plutôt que de se droguer, quoi. Oui, bah, c'est vraiment ce que je vais trouver intéressant dans ces discours-là, c'est qu'ils vont apporter de l'espoir, Ouais. c'est déjà pas mal, et puis sortir de... Parce que je suis pas pour la prohibition ou les injonctions un peu faciles, parce que on sait finalement interdire toutes les substances, alors c'est pas vraiment possible, et aussi est-ce que ce serait souhaitable, enfin bon, c'est clairement des questions en tout cas qui dépassent uniquement le spectre de la psychiatrie. On n'est pas là pour décider pour toute la société. Après, ce qui est dommage pour le coup, c'est quand c'est toujours le même discours. Parce que voilà, ah bah oui, si je me drogue pas, je suis pas cool, si je bois pas, je vais être un nerd, etc. Ça, il y a eu ça quand même pendant des siècles et des siècles. C'est intéressant qu'aujourd'hui on en sorte enfin. Dans le livre, je cite aussi l'exemple du rappeur Future qui a dû cacher qu'il avait arrêté les opioïdes parce qu'il avait peur que son public l'aime moins, parce que les opioïdes sont très associés au monde du rap, etc. On se dit, on marche quand même, on marche sur la tête, quoi, je veux dire. Et évidemment, ces exemples-là, ils sont un peu sensationnels, et c'est ce qui fait que y a un côté, moi évidemment j'adore la pop culture, je suis assez fasciné par toutes ces stars, bon, et qu'ils ont une voix qui porte, et que tout le monde voilà, n'a pas les mêmes problèmes dans la vie que Beyoncé, évidemment, mais néanmoins il y a quelque chose de très universel en fait, je trouve, dans ce rappeur qui dit j'osais pas dire que j'étais sobre parce qu'on allait dire que j'étais nul. Je pense que c'est des injonctions, notamment pour les Incroyable. plus jeunes, qui sont très perméables à la pression des pairs, que beaucoup ont pu se dire voilà, bah, je vais pas dire que j'aime pas en fait le cannabis. Et souvent, ça commence comme ça, hein. La clope, tout le monde dit, quand on dit après une cigarette, c'était nul, ça m'a arraché la gorge, c'était désagréable, mais ça faisait cool, donc j'ai persévéré jusqu'au moment où je suis devenu addict. Donc, je pense que c'est finalement loin d'être aussi anecdotique que ce qu'on pourrait Bien penser. sûr. Moi, je trouve ça génial, moi, en tout cas, qu'il y ait autant de personnalités qui aient arrêté complètement de boire, parce que boire, c'est tellement normal, entre guillemets. Mais ce qui est assez épatant, c'est les commentaires qu'il y a sous ces posts. Et d'ailleurs, même nous, dans Contradiction, parfois, quand on a un invité, voilà, j'ai mis Chicandier ou Bec BD, t'as toujours des gens, bon, les haters, mais Ouais. je m'en fous, hein, je Mhm. dis pas ça, mais je dis, mais il y en a beaucoup quand même qui disent, bah ouais, trop facile, il s'en est mis plein la gueule pendant 20 ans, maintenant il vient nous faire la morale. Alors, il y a vraiment ce truc-là. Donc, ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Et le deuxième, c'est ouais, pas d'alcool, mais la poudre. Ouais. En fait, ils acceptent pas. J'ai l'impression que sur les réseaux, les gens, ça les énerve. Ouais, ouais. Oui, et puis bah, c'est un peu comme les réactions qu'il y a autour du Dry January. Ah, mais ça sert à quoi de faire ça un mois, et puis le reste du temps, si c'est pour picoler encore plus, on peut plus s'amuser, on prive les gens. Alors que c'est quand même assez dingue, on prive personne. Je veux dire, les gens qui disent je fais le Dry January ou je suis abstinent, ils disent pas je vais casser toutes les bouteilles au Monoprix, et personne n'aura un coup de cidre avec la galette. Je veux dire,
c'est quand même dingue de se dire que les personnes qui parlent de ça, c'est vécu comme une privation. Et souvent, et c'est d'ailleurs là-dessus que le Dry January ou les expériences le discours autour de la sobriété et de l'abstinence, il est intéressant. On voit que ceux qui vont être le plus mal à l'aise, le plus attaquants vis-à-vis de ça, c'est parce que eux-mêmes, ça les confronte à si tu veux absolument que la personne en face de toi, elle fasse pas le Dry January parce que c'était insupportable de dire en fait, je vais passer une soirée avec quelqu'un de sobre. Souvent, derrière, il y a quand même une problématique vraiment pour la personne. Bien sûr, bien sûr. Pour revenir, je les avais quand même notés, j'avais oublié, mais c'est Drew Barrymore, Demi Lovato, Ben Affleck, Miley Cyrus, Naomi Campbell, Miossec ou François Cluzet. Bon, ça, c'est en France, c'est moins glamour quand même. On a Bradley Cooper, on a Brad Pitt. Bon, on n'a aucune façon de vérifier parce que toi, tu as l'air de connaître bien la vie des gens parce que tu dis, il a fait une petite rechute le mois dernier. Je dis, mais il les fréquente ou quoi? Alors non, je ne soigne aucune de ces stars internationales à l'hôpital public. Donc évidemment, je me base uniquement sur Voici et Gala. Voilà, justement, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça dans mon adolescence. Mais non, je me base vraiment uniquement sur ce que les personnes disent. Parce que c'est ce qui va être intéressant finalement, c'est la parole de la personne et ce qu'on voit là aussi assez spécifiquement sur la santé mentale et encore plus sur l'addiction, c'est que souvent ça va être le discrédit. C'est vrai que souvent quand on dit Naomi Campbell elle a arrêté machin, mais c'est ce qu'elle dit et ça pour le coup c'est un discrédit qui est en général sur tous les addicts, qu'ils soient célèbres ou pas. Mais là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est très représentatif de la manière... de toute façon, les addicts, c'est tous des menteurs. Ouais, ils y arriveront, ouais. Ils y arriveront pas. Donc addict un jour, addict toujours. Exactement. Donc celui ou celle qui dit « j'ai arrêté » et pourtant... évidemment, peut-être que dans toutes ces célébrités, il y en a certains qui ont fait des rechutes, qui en ont pas parlé, etc. Mais je veux dire, à ce moment-là, pour tout discours d'une célébrité, quand on nous dit un tel a eu un enfant à 45 ans par un don du ciel, etc. Bon, on peut se dire, est-ce que c'est vrai? Je veux dire, c'est facile. C'est aussi leur métier, c'est aussi leur vie privée. Qu'à un moment, ils décident de partager un moment de leur intimité, puis pas un autre. Et puis, c'est aussi leur métier de communiquer. Donc, je veux dire, c'est quand même dingue que uniquement sur cette question de l'addiction, on va remettre en cause c'est tous des menteurs, alors que sur le reste, parfois que sur des trucs de promotion, je sais pas quoi. Brad Pitt, il est célibataire, là tout le monde y croit. C'est ça, exactement. Alors il a par contre qu'il a arrêté de boire, non. Exactement. Mais il y a un autre sujet qui est important parce que ma toute petite échelle, qui n'est pas une icône pop internationale, quand je dis à un moment donné, en 2017, et j'écris un livre pour parler du fait que j'avais un problème de drogue et j'en sors, bon déjà le truc que tout le monde dit, c'est elle en parle quand c'est fini. Bah oui, en fait, clairement. Ouais. Je vais pas en parler quand je suis dedans, mais ça, il faut que les gens comprennent aussi. Et puis à partir de là, moi, les rechutes que j'ai connues, au tout début, d'abord, je savais pas que c'était une maladie, donc je me dis, est-ce que je vais le dire? Et puis, tu te sens obligé de dire la vérité, mais en fait, si tu dis la vérité, on va croire que t'es retombé. Donc, je comprends vraiment que ces stars-là, même, je suis persuadée, moi, qu'elles ont eu des rechutes et que leur temps clean n'est pas celui de 17 ans, mais peut-être de 1 an ou de 6 mois, mais qu'elles sont sur ce chemin-là. Exactement. Et c'est tout ce qui compte. Exactement. Avec de la bienveillance. Et puis, au final, ce qui est important, et c'est un peu, alors pour le coup, tu es plus experte que moi, mais c'est un peu aussi la vocation des arts. Finalement, c'est aussi donner de l'espoir, montrer qu'il y a des personnes qui peuvent être absentes longtemps. Alors, évidemment, c'est pas la même chose de voir une interview de Bradley Cooper et de être en contact avec, mais quand même. Je trouve que c'est des maladies qui sont quand même suffisamment lourdes. Si ça permet de donner de l'espoir, c'est déjà très bien. Bien sûr. Mais je trouverais ça bien aussi que les gens parlent de leur rechute. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai créé ce podcast au début pour ça, parce que je l'ai créé pendant le Covid, quand j'ai rechuté au bout de 3 ans. Et parce que je me disais, je suis une merde, comme d'habitude. Et puis là, je commence à comprendre en faisant des recherches que c'est une maladie, que la rechute fait partie du truc. Je dis, waouh, génial, j'ai envie d'interviewer d'autres gens, j'ai envie de savoir. Et ici, il n'y a pas vraiment de langue de bois, je trouve, parce que les gens sont venus raconter à quel point c'est difficile, rechuter au bout de 12 ans, revenir. C'est quand même... Et ça, les gens doivent, aussi bien les non-addicts, les proches, que les addicts, doivent savoir que ça fait partie du chemin. Exactement. Et si les stars le disaient un peu plus qu'il y a eu rechute et tout, moi, ça m'aurait aidé, en tout cas, de le savoir. Et c'est pour ça que j'ai aucune gêne à le dire. Ouais. Après, mon temps clean que je raconte aux Narcotiques Anonymes, j'ai pas besoin de le dire dans Voici, tu vois. Oui. Bien sûr. Voilà.
Tu rappelles que les personnes LGBT+, ont un risque bien plus élevé de développer une addiction. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est pas à cause de leur identité, évidemment, mais à cause des violences et de la stigmatisation et de l'exclusion. Donc, en fait, c'est vraiment, encore une fois, ce lien entre addiction et société, le Exactement. souci. Exactement. On sait qu'en fait, si on expose une population à plus de violence, plus de discrimination, plus de harcèlement dans l'enfance et aussi des stéréotypes, c'est vrai que souvent, une confusion autour de la fête associée aux drogues, ça fait un peu partie, on va dire, du package. C'est vrai aussi pour les femmes lesbiennes autour de l'alcool, où on sait que les femmes lesbiennes vont par exemple consommer plus d'alcool que les femmes hétérosexuelles. On voit qu'on est vraiment à l'interaction entre des choses très sociales et aussi, et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que les réponses, elles doivent aussi être sociétales parce qu'en fait, dire aux gens il faut manger vos légumes, il faut boire mais pas trop, il faut pas fumer, etc. Mais si derrière, il y a aucun soutien, les gens sont dans une précarité, il faut pas non plus surresponsabiliser les gens, même s'il y a des facteurs qui sont individuels, il faut aussi avoir en tête les facteurs qui vont être collectifs. Et là-dessus, c'est pour ça que je suis assez critique sur la politique en France vis-à-vis des addictions. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dépenser beaucoup d'argent en 3 jours pour faire une opération place nette, comme si c'était vraiment voilà les addicts, un grand coup de balai et hop, ça y est, il n'y a plus personne et tout le monde va bien, que en fait s'attaquer vraiment aux causes. On sait que voilà les personnes qui sont en dehors des situations de l'emploi vont plus consommer, toutes les études le montrent, parce qu'en fait c'est stressant d'être précaire, que dans notre société on est quand même très drivé par le travail. C'est vrai que sans c'est une identité sociale, c'est voilà quelque chose qui est important dans notre société et les personnes en dehors des situations de l'emploi ont tendance à plus consommer tous les produits, que ce soit illicites ou pas. Et donc, sauf que s'attaquer à ces causes-là, c'est beaucoup plus compliqué que de dire c'est les méchants dealers ou c'est les bobos qui machin. Donc Et aussi, vous avez un gros souci, pas que vous, hein, mais voilà, les hôpitaux, le service public, on a un gros problème de moyens, de lits, j'imagine aussi. de lits et puis de personnel. C'est sûr que c'est vrai Compétent pour ou toute la personnel tout santé court? mentale. De personnel compétent, je veux Ouais. dire, ou de personnel tout court? Enfin, il manque de tout, en fait. Il manque de tout. Il manque de tout. Et c'est sûr que c'est parfois un peu compliqué de voir, notamment, là, il y a eu effectivement tous ces articles sur la cocaïne ou là, le protoxyde d'azote. Il y a eu avant la polémique autour de la colline du crack chez les consommateurs, etc. On voit que les polémiques, elles s'enchaînent, mais c'est jamais, je trouve, en tout cas, c'est rarement abordé sous le spectre du sanitaire, quoi. Ouais. Or, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Et je veux dire, toutes les pires systèmes, les dictatures, les machins ont essayé culpabiliser, mettre les gens en disant ah bah c'est des toxicos, on va les foutre en tôle comme ça ils arrêtent de consommer. Je veux dire ça n'a jamais marché. Même si on se disait c'est pas éthique, c'est pas gentil, c'est machin, on sait que dans notre société voilà, il y a des choses qui sont pas du tout bien et que les décisions sont quand même prises. Si ça marchait, je veux dire, ça serait. On sait que ça marche pas et pourtant c'est la réponse qui est encore apportée. Il y a aussi un vrai pour le coup sujet de consommation de substances en prison. Où on voit que, je sais pas, j'ai lu un article récemment et j'ai une patiente qui est gardienne de prison, donc qui pour le coup m'en a parlé. Il y a un vrai sujet là-dessus aussi, qui est complètement invisibilisé, où en fait les gens consomment parce qu'en fait quand on voit les conditions être à 4 dans une cellule de 2, sans toilette, enfermé, enfin, Je me demande si cette société dictogène, finalement, alors peut-être pas avec les nouveaux produits, mais avec surtout les technologies, la dépendance à la technologie, que ce soit le smartphone ou même l'IA, puisqu'on va rien pouvoir faire sans, j'ai l'impression qu'on crée un monde de dépendants, parce que les gens aiment pas le mot addict, toxico, ils pensent que c'est en effet vicieux, mais en vrai, on est dépendant et de plus en plus dépendant. Peut-être qu'il y aura plus de moyens quand il va falloir soigner des armées de générations qui peuvent plus, qui ont greffé leur téléphone ici ou qui auront des lunettes avec. Non, mais c'est vrai. Je pense que peut-être les nouvelles addictions vont faire comprendre que l'addiction c'est bien plus qu'une substance. Bah, on le voit pour les pays qui ont essayé de faire la stratégie de l'autruche. Par exemple, la crise des opioïdes aux États-Unis.
on voit bien qu'au début, on se dit « Oh, bah, c'est que les Afro-Américains, donc c'est pas grave. Oh, bah, c'est les gens très précaires, les clodos, donc on s'en fout. » Et puis finalement, ça monte, ça monte, ça monte. Quand c'est plein de stars hollywoodiennes qui disparaissent avant l'âge de 30 ans, Mac Miller, Brittany Murphy, Heath Ledger, des gens qui quand même, évidemment, ça n'enlève pas la souffrance psychique, mais on se dit qu'ils sont quand même pour le coup pas marginalisés. Et puis ensuite, ça touche aux États-Unis tout type, les les banlieues blanches, privilégiées, des fils de présidents. Là, on voit que c'est plus possible cette rhétorique du oh bah en fait c'est juste des toxicos donc on s'en fout. Donc c'est sûr que là aussi, on se dit que stratégiquement, politiquement, c'est quand même compliqué de traiter ça uniquement par le mépris et que bah, pour le coup, il se trouve que ça ne marche pas. Ouais. Ça va commencer à nous toucher tous. Tu parles beaucoup d'Amy Winehouse, c'est ma préf. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, je vais terminer un peu là-dessus, mais est-ce qu'on arrive quand même à s'éloigner de ce mythe un peu... Enfin, moi, je voulais être Janis Joplin, donc elle est morte à 27 ans, comme Amy Winehouse. Et franchement, quelque part, on les enviait aussi, ces gens-là, le rock'n'roll, quoi. Est-ce que... Moi, j'ai l'impression, et tant mieux quand même, que le rock'n'roll est mort dans le sens où ça attire beaucoup moins et qu'on voit l'envers du décor aujourd'hui? Oui, je trouve que là-dessus, il y a quand même une vraie prise de conscience sociétale et générationnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour des équivalents, on va dire, des Chappell Roan, dès le début de leur carrière, ils disent en fait, je privilégie ma santé mentale. Selena Gomez, si je dois tout arrêter pendant 2 ans, arrêter une tournée en plein milieu, ne plus faire de films, quitter les réseaux sociaux pour privilégier ma santé, je le fais. Chose qui n'existait pas avant. On l'a vu avec effectivement Amy, mais aussi avec Britney Spears, avec Whitney Houston. Enfin, je veux dire, c'était des machines à fric, tout l'entourage. Britney, alors est-ce qu'elle consomme, elle est toujours... Enfin, je on sais sait ou pas Alors, on sait pas. Elle parle un tout petit peu dans son livre de substances, mais vraiment très peu. Ouais, donc, on ne sait pas tellement. Elle a jamais trop parlé d'addiction. Ouais. Mignonne. Tu voudrais dire qu'elle s'est rasé le crâne vraiment à Jean. C'est sûr que bon, quand on voit certaines vidéos, on se dit bon, mais elle n'en a jamais parlé. En même temps, c'est une grande pop star. Parce que quand on voit sa prestation avec Michael Jackson à ce moment-là, en fait, on leur pardonne tout aussi. Mais je veux dire, c'est tellement passionnant aussi de savoir l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, il y a quand même ce truc-là. La personne fragile, elle devient artiste. L'artiste devient toxico, qui le rend fragile. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper... c'est un peu une... tu vois, c'est quand même une nébuleuse. Moi, je ne savais pas si c'était ma fragilité qui m'avait donné envie de consommer, qui m'avait donné envie d'être artiste. Est-ce que c'est le fait d'avoir envie d'être vue, mais en même temps, on est des grands timides, tu vois? C'est-à-dire que parfois, pour monter sur scène, il n'y a pas d'autre choix. Comme moi, je suis fan de Brel. Il n'a pas d'autre choix aussi, le mec, que de boire. Oui, bah là, ça me fait penser ce que tu dis au documentaire sur Avicii, où c'est ce qu'il raconte aussi. En fait, c'est un grand anxieux social. Parce que pour lui, c'est un calvaire aussi d'aller faire ça. Exactement. Et en même temps, c'est son métier. Oui. Bon, c'est extraordinaire ce documentaire. Oui, bah, je trouve qu'il permet vraiment de comprendre pour le coup très bien les mécanismes de l'addiction, de l'anxiété sociale. Ouais, et aussi du fait que ça peut arriver par une douleur aussi, par des opioïdes, c'est ça, enfin des médicaments pour calmer la douleur. Et en fait, finalement, on tombe là-dedans. Il y en a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, qui sont pas des toxicos. Oui, bah c'est pour ça que toxico, on voit bien que ça veut rien dire. Quoi. Exactement, ça veut rien dire. Quelqu'un à qui on presserait de la codéine, qui commence à trouver que ça l'aide à supporter sa vie, peut devenir dépendant. Et en fait, la codéine, quand on le dit, bah en fait, c'est la même chose que la morphine et que l'héroïne. Donc en fait, on voit bien que les jugements moraux, ils tiennent pas du tout la route vis-à-vis de ces substances-là, et que l'idée étant du coup de s'en séparer, quoi. J'ai une amie qui est au Bluet en maternité, qui a reçu une patiente de 7 mois accro au tramadol. Et elle me dit, je l'envoie où? Ben alors, qu'est-ce qu'elle fait à 7 mois? Alors, il y a pour le coup des unités spécialisées pour les femmes enceintes addictes, notamment dans le 18e. Je ne sais plus le nom exactement, mais il y a une unité spécifique. Okay. Donc, l'idée, ça va être d'accompagner parfois, et c'est des situations qui sont complexes, arrêter est plus compliqué que donner des substituts, donc notamment pour le tramadol. Oui. Oui, bien sûr. Donc ça aussi, il y a aussi une stigmatisation sur les substituts
de l'époque, Ouais. les Subutex, les choses, les Exactement. trucs comme ça, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même c'est C'est des miraculeux. médicaments qui sauvent des vies, Et ouais. littéralement. Puis on peut vivre avec aussi Exactement. Ça peut être des longtemps, on traitements, peut les garder. effectivement, comme une maladie Mm. chronique qui permettent surtout aux personnes de faire leur vie Mm. sans être dans la recherche de produits, etc. Complètement. Est-ce que finalement, dans cette culture où le plaisir est permanent, soigner, être là, tout ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser justement collectivement ce rapport au manque, à l'ennui, au vide? On parle des séries, mais je veux dire aujourd'hui, ça devient c'est de la conso, la série. C'est Bien vraiment de la sûr, conso, bien quoi. sûr, on voit qu'on est dans une société qui supporte de moins en moins la frustration, où la consommation est aussi quelque part indispensable à faire tourner la machine Ouais. capitaliste. On voit bien qu'il y a un fort lien entre addiction et consommation au sens large, pas que consommation de produits, déclencher l'achat au plus vite, déclencher ce petit, alors c'est un peu réducteur, mais ce petit shoot de dopamine, essayer de lutter contre un malaise, une frustration interne. Donc effectivement, et c'est ce qui est fascinant dans le métier d'addictologue, c'est qu'à la fois on prend en charge des personnes pour le coup qui en sont malades, tout le monde n'est pas addict, parce que si on dit tout le monde a une addiction, en fait voilà, moi je suis addict à je sais pas quoi, à ma série, en fait non, face à quelqu'un qui a une réelle addiction, on voit bien qu'en fait d'accord, Emily in Paris, ça se termine, on se dit bon, mais en fait c'est pas un sevrage, c'est pas la même chose que arrêter l'héroïne ou la cocaïne. Il y a des voilà. gens vraiment qui prennent ça comme de la dope. Hein. Non, mais Oui. je les vois, qui identifient, qui font des dépressions Oui, à la mais fin d'une série. Hein. oui, Non, mais d'accord. le métier d'addictologue, il est passionnant parce qu'au final, en prenant en charge les personnes qui en sont malades, ça en dit quand même long sur finalement, c'est très universel et long sur toute la société. Et c'est vrai que cette intrication, elle est fascinante à comprendre. Et aussi, on le voit, il n'y a rien, parce que souvent, dans l'addiction, il y a un peu cette idée que c'est inéluctable, qu'on peut rien faire. Et en fait, on voit bien que non, on peut aussi s'en sortir, le rétablissement est possible, on n'est pas condamné à une vie d'addict. Et ça, c'est assez magique. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.